Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais vous présenter un petit peu juste les règles concernant ce webinaire. Donc, on a fait le choix de la plateforme YouTube. Ça permet à tout le monde de pouvoir visualiser assez facilement cette présentation. Du coup, il y a peut-être quelques petites contraintes qui vont être relatives aux questions. Donc, on va d'abord faire toute une partie assez introductive. Nous allons parler du sujet, j'y reviendrai plus tard. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas tout au long de la présentation à les poser dans le chat juste en bas. Pour poser les questions, vous devez disposer d'un compte YouTube ou d'un compte Gmail et vous pouvez ensuite poser directement en vous connectant à travers le chat. On a quelques collaborateurs qui vont répondre directement dans le chat, c'est le cas notamment de Romain. Et on vous répondra, on conservera certaines questions qu'on gardera pour la fin et dont nous répondrons tous ensemble sur ce sujet-là. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on fasse un tout petit tour de table pour qu'on vous présente les différentes personnes qui vont parler lors de ce webinaire. Donc, tout d'abord, moi, je suis Natacha Salmeron, je suis cofondatrice de la société Exodev et j'interviens pour Erasme dans le cadre de ce projet et pour d'autres projets innovants, principalement en tant que géomaticienne et UX designer. Je vais laisser mon collègue Anthony se présenter. Merci Natacha, bonjour à tous. Anthony Angelot, je travaille au sein d'Erasme, donc laboratoire d'innovation de la métropole de Lyon, et je suis chef de projet en particulier sur le dispositif qui s'appelle Datagora, qu'on vous présentera juste après. Et je passe la main à Patrick qui travaille avec moi au sein d'Erasme. Bonjour à tous, Patrick Vincent, je suis directeur de projet à Erasme, donc, qui est le laboratoire d'innovation ouverte de notre grande collectivité, et notamment architecte à l'origine de deux programmes d'innovation qui ont été déployés entre 2020 et aujourd'hui et qui ont constitué le terreau de conception mais aussi développement du projet de calque qui va vous être présenté. Et enfin, notre expert métier, Jean-Marie, si tu veux faire une courte présentation. Bonjour à tous, Jean-Marie Rogel. Donc moi, je travaille à la direction adjointe du patrimoine végétal à la métropole de Lyon, la direction qui gère l'ensemble du patrimoine arboré de voirie et les parcs métropolitains. Merci beaucoup. Alors, je vais faire un rapide sommaire pour savoir un petit peu quels vont être les différents déroulés au sein de cette présentation. Donc, dans un premier temps, on va rappeler un petit peu le contexte, le sujet. On va ensuite avancer au fur et à mesure. On va faire une présentation directement via l'outil. Ça va être vraiment l'occasion d'en discuter. Après, moi, je vais reprendre un peu plus longuement la démarche, les différents points qu'on a pu aborder ensemble. Et enfin, eh ben, on gardera ce temps à la fin pour des questions-réponses et notamment vos questions. Voilà. Alors, il y a un petit peu de décalage entre la vidéo que nous faisons et la vidéo que vous voyez sur le live. C'est pour ça que des fois, il va y avoir des petits moments de blanc, mais vous inquiétez pas. Mathieu, est-ce que tu peux du coup lancer la slide de présentation du service Arbre?
Jean-Marie, à toi la parole, si tu veux du coup nous reparler recontextualiser ce projet du calque de plantabilité. Alors, très rapidement, au niveau du contexte, comme beaucoup de métropoles et de collectivités, il y a des objectifs de plantation d'arbres à l'échelle du territoire de la métropole, hein, avec un plan nature qui prévoit de planter 300 000 arbres d'ici 2030, à la fois sur le domaine public et sur le domaine privé. À l'échelle métropolitaine, il y a eu également beaucoup de documents et d'études, notamment sur la canopée et la couverture végétale, pour identifier les zones de carence en termes de couverture végétale, également des diagnostics sur les îlots de chaleur urbains. Donc, pas mal d'éléments qui permettent d'orienter les zones sur lesquelles il faudrait planter. Simplement, d'un point de vue opérationnel, avant de passer sur des phases d'études assez complexes et réglementaires, notamment avec les DTD-ICT, pour choisir ou pour orienter les projets aussi sur les trames vertes et bleues, il y avait un besoin d'un outil intermédiaire qui nous donne une idée de la faisabilité des plantations de manière aisée, facile, sans avoir trop à s'impliquer dans des études techniques lourdes, coûteuses et qui prennent du temps. Donc, on est à la fois sur une recherche d'un outil qui permet de gagner un peu de temps, de prioriser des scénarios de végétalisation dans les trames urbaines, et également de pouvoir répondre à des questions de plantabilité, puisque l'outil couvre tout le territoire, sur le domaine privé également, donc pas simplement sur l'espace public. Voilà un petit peu le contexte qui a conduit à l'émergence de ce projet, notamment dans le cadre du Canopé Remix. Et je passe la parole à Patrick, du coup. On t'entend pas. Non. Ah, désolé, c'est les effets du direct, ça marchait juste avant. Pour ne pas perdre trop de temps, je vais avancer sur cette partie-là et je laisserai Patrick, dès qu'il sera revenu, continuer sur la présentation de ces deux véhicules qui ont permis de lancer le projet du calque de plantabilité. Le premier, donc l'arboratoire, est un véhicule en réponse aux enjeux évoqués par Jean-Marie. Je laisserai Patrick le présenter plus précisément. Et le deuxième véhicule est la Datagora. La Datagora, c'est le Data Lab de la métropole de Lyon qui a été fondé en 2020, donc c'est un véhicule tout récent, qui a été porté par trois organismes, donc Erasme, Laboratoire d'innovation de la métropole, le service données métropolitaines, qui travaille en particulier sur l'ouverture des données et la diffusion, et enfin l'Université de Lyon, qui apporte une recherche académique avec des dispositifs réutilisables pour nos problématiques publiques en valorisant des données. Donc, Je suis de tu es de retour. retour. Parfait. Et ben voilà, je commençais sur la Datagora, on t'entend, c'est formidable, je te laisse continuer du coup. Merci beaucoup, désolé pour ce petit couac technique, hein. Donc, on comprend bien que cette forte indépendance de levier et d'acteurs nécessite dans des sujets de ce type d'aller mobiliser largement et de dépasser les cadres classiques de mise en œuvre de nos projets. Et donc, avant de passer la parole aux artisans et aux pilotes directs de cette expérimentation assez remarquable, je souhaitais partager quelques ingrédients qui, à mon sens, ont réellement concouru ou participé à la mise en œuvre du projet, en insistant surtout sur l'idée que ces projets sont tout autant des prouesses techniques, hein, effectivement, et on voit qu'il y a beaucoup de montagnes qui ont été soulevées collectivement, qu'un long travail d'évolution culturelle qui embarque toutes les parties prenantes dans des parcours d'action et d'apprentissage, sans lequel ces belles idées seraient probablement restées dans un cahier des charges ou dans des verticales d'action publique.
eu égard aux analyses récentes d'ailleurs de l'Agence nationale de cohésion des territoires, hein, qui illustrent ce type de difficultés. Donc, les deux programmes sur lesquels je voulais rapidement éclairer la démarche et qui ont conduit à la réalisation de son projet sont d'un côté l'arboratoire, qui est d'une certaine manière le programme parent du calque de plantabilité, qui est un programme d'animation, d'expérimentation et d'incubation, qui a été initié en 2019 par la collectivité afin de construire des nouvelles offres de services, d'ingénierie, mais aussi d'organisation qui dépassaient le cadre public seul pour justement concourir aux objectifs de plantation dont parlait Jean-Marie tout à l'heure et que la collectivité ne pouvait pas atteindre seule. Alors les axes qu'on peut simplement partager pendant ce webinaire et qui nous intéressent pour le calque sont démultiplier les moyens d'action, donc décentraliser finalement la réalisation de ce plan canopé en permettant à plus de 100 parties prenantes de se rendre acteurs des politiques publiques de renaturation, notamment au sein d'un canopé remix qui s'est tenu en novembre 2020, d'expérimenter ensuite de manière rapide, pratique, 7 projets ciblés portés par des acteurs de terrain et qui ont été ensuite incubés par la collectivité. Et puis surtout, et c'est un point clé, de développer ou d'encourager des démarches de type animation, avec des outils plateformes qui répondent, je pense, à un vrai besoin de coordination territoriale ou de vision que seule la collectivité peut assurer. Et c'est exactement dans ce contexte de vision support qu'a émergé l'idée d'un outil de type plantabilité, en concertation avec les équipes de Jean-Marie et de Pascal Goubier, appuyé sur d'autres sujets connexes comme l'envie de planter ou des dynamiques d'innovation connectés comme la désimperméabilisation ou des plans de résilience territoriale. Donc on a bien vu ce besoin d'avoir cette animation comme socle au développement d'un projet innovant. Et donc le second programme qui lui a permis de lancer plus concrètement la démarche est la Datagora dont Anthony a commencé à parler. Je pense que tu as dû dire que c'était un data lab territorial des usages publics de la donnée et qui a été appuyé sur la mise en commun des objectifs et moyens de l'Université de Lyon, du service données métropolitaines ouvertes et de nous-mêmes Erasme, autour d'un postulat qui est important, je pense, qui est de dire qu'en gommant les frontières entre les acteurs publics, entre nos structures, pour enclencher des démarches ouvertes, on avait probablement une promesse plus forte, en s'appuyant aussi sur l'expérimentation du prototypage, de produire par effet miroir des réponses qui étaient moins silotées, peut-être plus pertinentes et aussi plus durables ou responsables dans leur mise en œuvre, et puis sur la durée plus interopérable aussi, grâce à la donnée. Et donc c'est bien l'idée qu'on produit bien souvent des solutions qui sont le reflet de nos organisations et de ces blocages qui nous a conduit à dépasser ces cadres et donc à outiller avec le cadre de plantabilité 5 autres projets du même type d'intérêt généraux ou liés aux transitions pour pouvoir faire la preuve que ce type d'organisation permet bien à la fois d'accélérer, d'animer des communautés, mais aussi de mettre en place des gouvernances sur la durée intéressante. Donc je vous propose qu'on rentre dans le détail de la mise en œuvre à ce stade, et puis on aura l'occasion, je pense, plus d'échanger ou de revenir dans la partie de questions sur l'intérêt de mutualiser les résultats, les méthodologies, mais aussi, pourquoi pas, d'engager d'autres opportunités de collaboration entre pairs, puisque je pense qu'on a beaucoup de collègues et de collectivités qui sont présentes aujourd'hui. Anthony, je te repasse la parole, du coup. Merci Patrick. Effectivement, la plantabilité, on est vraiment sur un sujet qui est à l'intersection de tous les aménageurs, tous les acteurs qui font la ville d'aujourd'hui. Donc c'est un projet qu'on a dû mener en collaboration très large, un projet très ouvert, donc on s'est reposé justement sur ces deux véhicules à la fois d'animation et de coopération décentralisée. Donc dans ces parties prenantes qu'on va retrouver, donc bien évidemment la métropole de Lyon qui était à l'origine du projet, avec donc les services du patrimoine végétal représentés par Jean-Marie, qui était présent dès le départ jusqu'à la suite du projet, et les services numériques donc, que nous représentons. On peut souligner aussi, on vous passera l'ensemble des acronymes, que ça a été un projet qui a aussi permis de faire de la transversalité en interne, en allant chercher des données vers d'autres services. On peut penser à la voirie, la gestion de l'eau, des réseaux d'eau, d'assainissement.
Donc c'est vraiment un projet déjà en interne qui a fait de la transversalité, mais qui plus largement a permis d'aller travailler, d'aller chercher via cette question de la donnée d'autres acteurs que vous retrouvez donc sur la partie droite, sont en particulier les gestionnaires de réseau chez RDF, Enedis, des collectivités, des communes de la métropole, comme celle de Villeurbanne, on reviendra sur son rôle pour l'expérimentation, et l'Université de Lyon qu'on a cité. Citons enfin que le projet est soutenu par France Relance, donc ce qui fait que l'ensemble des dispositifs, tout ce qui aura été produit dans ce cadre-là, est disponible en open source de manière documentée et vise bien à être reproduit, réplicable sur d'autres territoires. On reviendra pareil sur la documentation et sur tout ce qu'on pourra vous livrer si vous êtes intéressé par une reproduction du projet de calque de plantabilité. Si nous passons donc sur le contexte et la commande du projet, on l'a dit, des ambitions d'augmenter la végétalisation sur le territoire métropolitain, avec des chiffres voilà, qui sont proposés pour incarner cette volonté de renforcer le patrimoine végétal sur le territoire, et une commande qui s'est affinée au fur et à mesure de l'expérimentation. Alors, bien sûr, la première chose était de pouvoir évaluer la plantabilité sur l'ensemble du territoire, donc indirectement d'avoir des données qui sont présentes sur tout le territoire. Nous avons choisi, pas le plus simple, mais l'arbre comme référentiel. En effet, c'est certainement la plantation la plus contraignante. Donc, si on sait planter un arbre, derrière, on saura certainement planter des végétaux plus petits. Et ensuite, trois autres commandes, trois autres contraintes qui nous sont arrivées et qui sont venues, on va dire, au fur et à mesure de l'atelier. Tout d'abord, comment représenter la plantabilité? Donc là, on est parti sur un maillage, c'est-à-dire un découpage du territoire par des carreaux de 5 mètres par 5 mètres. Alors, on dirait on peut faire un peu plus petit hein, pour planter un arbre, on n'a pas besoin de 25 mètres carrés forcément. Mais après, ça rentrait dans un niveau de détail qui était vraiment très important et donc des temps de calcul très importants aussi. Ici, sur ce niveau de maillage, on avait le niveau de détail suffisant pour avoir une première représentation de là où on pouvait planter ou pas. Et ensuite, ça permettra de descendre plus dans le détail si on le souhaite, mais on ne voulait pas faire un maillage plus fin sur l'ensemble de la métropole. Enfin, comment on a déterminé nos facteurs? Donc là, ça a été un travail qui a été mené, comme je vous le disais, dès le départ avec les techniciens des espaces verts de la métropole. Je pense qu'il y a une première condition de réussite au projet, c'est d'impliquer dès le départ les services des espaces verts. Bien évidemment, ils ont été super proactifs sur le projet, on les en remercie. Et grâce à eux, on a pu lister l'ensemble des facteurs, l'ensemble des process métiers qui font qu'ils peuvent planter ou pas à un certain endroit. Donc c'est vraiment, on est parti de cette connaissance métier très riche pour la convertir en facteurs, et ensuite à chaque facteur associer des pondérations. Donc ça a été l'objet d'un autre atelier où on s'est dit pour chaque donnée, finalement chaque jeu de données, chaque facteur, quel impact veut-il avoir sur la plantabilité? Est-ce que ce sera un impact positif? Parce que finalement, il n'y a pas que des choses qui empêchent la plantabilité, il y a aussi des choses qui la permettent, par exemple d'avoir des pelouses. Est-ce que c'est des facteurs négatifs? Et s'ils sont négatifs, à quel point? Est-ce qu'ils rendent la plantabilité totalement impossible ou alors à un certain degré? Donc finalement, une fois qu'on a eu ces facteurs identifiés avec leur pondération, on a, si on veut, converti le savoir métier en une équation de plantabilité qu'il va falloir ensuite mettre en place et tester. Donc là, c'est la partie juste après. Qu'est-ce qu'on a fait à partir de cette commande-là? Si on rentre un peu dans le détail des objectifs et des livrables qui ont été produits. Donc, l'objectif, c'était bien de savoir où on peut planter des arbres et pas où on doit planter. Donc, en ça, c'était déjà une approche qui était assez innovante. On a bien défini ces facteurs pour répondre à cette question-là et pas pour répondre où est-ce qu'on doit planter, où est-ce qu'on a envie de planter. Ça, finalement, c'est d'autres données qui pourraient venir en plus du calque. On est allé chercher les données, donc là, c'est toute la partie d'agrégation de données, de recherche de partenariat aussi avec certains acteurs pour l'ouverture de leurs données, ce qui nous a permis donc de calculer selon les différents critères qu'on s'est donnés, le calque de plantabilité sous cette forme de carte de chaleur avec des mailles de 5 mètres par 5 mètres sur l'ensemble de la métropole. Ce calque est aujourd'hui disponible en open data pour tous les acteurs du territoire de la métropole, donc ils peuvent l'utiliser pour savoir a priori si un espace est plantable ou non. Alors bien sûr avec des réserves, on reviendra encore une fois sur la documentation qui précise bien que ce calque, c'est pas une invitation à dire si a priori l'indicateur est positif, vous pouvez planter sans réfléchir. Il y a bien sûr quelques contraintes à prendre en compte. De manière à le rendre accessible plus dans le détail pour les agents de la métropole qui, eux, utilisent le calque, pourront utiliser le calque très régulièrement, a été mise en place une plateforme cartographique
qui permet de rentrer un peu plus dans le détail des couches qui font le calque. En Open Data, on a diffusé simplement la donnée, est-ce que c'est plantable ou non et selon quel degré. Sur la plateforme métier, on va pouvoir rentrer dans les niveaux de détail, qu'est-ce qui fait qu'à tel endroit, c'est plantable ou non et qu'on a tel coefficient. Et enfin, dernier livrable, et pas des moindres, ça m'a certainement anticipé quelques questions là-dessus. Le calque, il a été calculé en 2022, il faudra bien sûr le 13 jours. On a évalué chaque année, après la temporalité d'évolution des jeux de données qui composent ce calque-là, des 35 jeux de données qui le composent. Donc il y a un process de mise à jour du calque qui a été mis en place, qui a été scripté, pour permettre d'aller rechercher les données et recalculer le calque aussi régulièrement que nécessaire. Voilà, donc là, je vais vous proposer de rentrer dans la démo de la plateforme. Ok, merci. Donc là, on est bien sur la plateforme qui est accessible uniquement aux agents de la métropole. Donc ça a une petite importance pour le coup, parce qu'au sein du calque, on a des données qui ne sont pas des données d'open data. Donc là, on a signé des conventions avec certains partenaires pour pouvoir utiliser ces données uniquement dans le cadre de la métropole. Donc, quand vous arrivez sur le calque, là, vous voyez donc le territoire métropolitain avec ce calcul du calque. En zoomant, on va retrouver donc des zones plus ou moins rouges, foncées. Donc là, on retrouve une échelle de couleurs très simple, très lisible. Quand c'est vert, c'est facilement plantable. Plus on se dirige vers le rouge, plus ça va être compliqué. Si on est sur du gris, c'est qu'a priori, on a des bâtiments ou des choses qui vont rendre vraiment la plantation, là, on a qualifié d'impossible, à moins d'y mettre vraiment des moyens importants. Voilà, donc là, vous pouvez voir qu'on zoome sur la carte. Euh, pardon. On a différents outils ensuite qui sont mis à disposition des agents pour naviguer plus facilement dans la donnée. Donc, vous le voyez sur le haut, hein, des outils pour la recherche d'adresse, la capture d'écran, pour lancer des impressions, la géolocalisation. Globalement, on a voulu que le calque soit utilisable, bien sûr, en ligne, mais aussi sur le terrain, pour pouvoir confronter le calque au terrain. Et donc, c'est pour ça qu'on a des outils comme l'impression ou la capture qui vont vous permettre ensuite d'imprimer ce calque et de l'amener sur le terrain. C'est une plateforme aussi qu'on peut dire responsive, enfin, qui s'utilise sur tablette, par exemple. Donc, si les agents peuvent aller sur le terrain avec une tablette, ils pourront zoomer, rentrer dans le détail du calque, voir à peu près sur quel carreau il se trouve, voir si la plantation y est favorisée, plutôt neutre ou contrainte. Voilà, donc on reconnaît assez facilement, hein, pour le coup, certaines données sur ce calque. Les bâtiments, on retrouve facilement, on retrouve les rues, avec en particulier tout ce qui va se trouver sous les rues. Pour faciliter la lecture, pareil, il y a de la transparence qui peut être mise pour corréler donc, la couche du dessous, qui est une couche OpenStreetMap, avec la couche de plantabilité. Et vous remarquerez quand on zoome suffisamment qu'il va y avoir un nouveau temps de chargement. En fait, on va passer d'un raster, donc d'une couche qui s'est chargée très rapidement, à une couche qui est le calque de plantabilité avec le niveau de détail. Donc là, vous voyez, quand on arrive à ce niveau de zoom sur la carte, on va pouvoir commencer à voir les coefficients au niveau de chacun des carrés. En cliquant sur l'un de ces carrés, on pourra avoir ensuite le détail de qu'est-ce qui fait que sur ce carreau de 5 mètres par 5 mètres, la plantation est plutôt favorisée ou au contraire plutôt contrainte. Ça sera aussi possible de filtrer sur les différents indices. Donc, c'est-à-dire si on a envie de voir par exemple que les zones qui sont contraintes, comme là ça pourrait être le cas, on va pouvoir choisir de filtrer entre -5 et -0,5. Sachant que les coefficients, globalement, n'ont pas été normalisés, ils vont de -2 à +2 à peu près. Et ça permet du coup de se rendre compte plus facilement des zones qu'on pourrait prioriser pour la plantation. Voilà, donc quand on clique, on va retrouver ces données et à quel point cette donnée va composer mon carré de 5 mètres par 5 mètres. Donc est-ce que je vais retrouver beaucoup de réseaux de métro, de réseaux d'assainissement? Est-ce qu'il y aura du bâtiment qui sera présent? Est-ce qu'il y aura un passage piéton, un réseau de gaz, etc. Là, finalement, on va retrouver nos 35 jeux de données, mais qui vont s'afficher simplement s'ils sont présents sur le carré ou non. Donc, voilà quelques exemples. Il sera aussi possible, vous voyez sur la droite, de dessiner sur le calque. Donc là, encore une fois, c'est pour se préparer à des visites terrain
avec le calque en ajoutant des points, des cercles, des lignes, en tout cas de commenter le calque pour le faire sien et ensuite l'imprimer et aller sur le terrain et le comparer à la réalité. Voilà à peu près tout ce qui est possible de faire donc, pour cette application qui permet vraiment de rentrer dans le détail du calque et d'être utilisée de manière très opérationnelle pour orienter des plantations déjà prévues, peut-être les repositionner légèrement, ou plus largement faire des plans de végétalisation sur 1 an, 2 ans, donc avec une vision plutôt stratégique en dézoomant du calque. Merci beaucoup. Alors, la voix que vous entendez, c'est Mathieu, c'est notre super homme de l'ombre en régie. On te remercie énormément. Alors, moi, je vais reprendre un petit peu ce déroulé. Vraiment, je vais parler un petit moment vraiment en essayant de présenter la démarche. Et vraiment, ensuite, je ferai un point sur les objectifs de réplicabilité. Si, par exemple, vous êtes une autre métropole ou une autre commune qui a envie de faire ce travail de création du calque de plantabilité. Et donc, du coup, j'ai cherché à vous faire un gros schéma synthétique euh, pour vous présenter vraiment toutes les étapes qu'on a pu mettre en place pour construire ce calque. Donc, de notre côté, comme l'a très bien dit Anthony et Patrick, c'était vraiment un enjeu assez important et on est sur une expérimentation. Donc, ça veut dire que on a vraiment des contraintes temporelles. Le but, c'était pas forcément de passer énormément de temps sur ce projet, de le sortir d'ici 3 à 4 ans, mais dans un délai assez court, en 6 mois, on a dû arriver à avoir un livrable, que ce soit tant sur la donnée que sur la plateforme de représentation ainsi que l'ensemble des documentations associées. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été assez important de notre côté et ce qui a régi certains choix que nous avons pu faire et qui fait totalement partie de l'enjeu de l'expérimentation. Donc, dans un premier temps, on a vraiment cherché à remettre en place, en fait, à faire un état de l'art. Donc, il faut savoir que il y avait une première partie qui avait été faite par l'Université de Lyon. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des élèves du master Géonum qui avaient travaillé à faire une première version du calque assez simplifiée. Le rendu, c'était un calque observé de manière soustractive. Donc, c'est-à-dire que on avait un calque avec toute l'information et tous les endroits qui étaient considérés comme bloquants pour la plantabilité étaient soustraits pour ne conserver que les espaces qui n'avaient pas ces dimensions contraignantes. Donc, les élèves avaient pu dresser un état de l'art qui nous a servi en fait de base de travail. Leur démarche a été très intéressante, mais suite à la discussion avec les différents agents terrain, c'était une approche qui était extrêmement binaire. Donc, avec la possibilité de où on peut, où on peut pas. Et donc, c'était assez intéressant, mais qui, au final, est beaucoup plus nuancé sur le terrain, d'autant plus dans un contexte de végétalisation en ville. Donc, j'en profite pour rebondir directement sur la question de Tariq. Voilà, la possibilité de désimperméabilisation. On ne pouvait pas enlever tous les espaces imperméabilisés en disant que ce n'était pas possible. Donc, ça a été une des contraintes qui nous a poussé, en tout cas, à nous diriger plutôt vers une méthodologie de maillage, de carroyage, de grille, qui nous permettait d'avoir, en tout cas, une vision plus nuancée de notre espace. Donc, l'état d'art a porté sur 3 volets, contextuel, innovation et technique. Donc, pour parler brièvement un petit peu de ce qu'on a pu observer, on a pu voir que la question de l'arbre en ville, c'est un sujet central, que les initiatives, elles tendent vraiment à favoriser son implantation. Dans les papiers que nous avons pu trouver, les problématiques se tournent toujours plus vers l'intérêt de la plantation d'un arbre, donc soit des intérêts vis-à-vis de la qualité de vie, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la réduction des îlots de chaleur urbains, l'impact sur la pollution, et donc plus vers le où il faut planter des arbres que la problématique que nous devions aborder, qui était plutôt où on peut planter des arbres. On a particulièrement retenu 2 initiatives que je vais préciser ici. Donc, l'initiative de l'Atelier parisien d'urbanisme en 2020, qui portait comme objectif vraiment d'identifier des sites potentiels à végétaliser
et également la ville de Rennes, qui avait un projet de caractérisation du potentiel de plantation arborée sur le domaine routier. Donc, c'était un projet étudiant Cornu 2021, je vous cite. Ces études, elles nous ont montré que le sujet de l'identification de la plantation était une problématique porteuse, qu'on pouvait observer qu'il était difficile de généraliser cette analyse tant nos territoires sont assez inhomogènes. Et donc l'étude de Paris, elle aboutit à un résultat qui est très complet, mais en fait c'est vraiment une synthèse de multiples études, un savoir-faire métier sur le territoire. Et du coup, c'était pas vraiment une méthode automatisée et reproductible de la caractérisation de la plantabilité au sens où on avait envie de l'élaborer. Et l'étude de Rennes, elle différait un petit peu avec son caractère innovant. Et les acteurs qui avaient cette fois-ci à chercher à trouver un modèle reproductible et prédictif de l'identification de la possibilité de planter en y intégrant des éléments pertinents comme le clou de plantation pondéré de manière précise. C'était voilà, une première qui tendait à distinguer la faisabilité de l'efficacité et ça a été assez enrichissant de notre côté. Les deux études s'attelaient toutes les deux sur le sujet de la voirie. C'était vraiment le plus petit dénominateur. Et c'était vraiment, voilà, toutes les analyses étaient basées sur ces études-là, qui n'étaient néanmoins pas le parti pris du côté de la métropole, puisqu'on avait des objectifs voilà, qui étaient plus petits, enfin infra en tout cas, dans les objectifs énoncés par le plan nature. Et donc d'identifier simplement la plantabilité sur un tronçon, c'était une vision qui était trop large et on avait besoin d'aller vraiment à une échelle beaucoup plus fine. Voilà. Donc, au-delà finalement de la recherche d'initiatives proches ou similaires, donc l'état de l'art a été bien documenté. Nous avons également fait des recherches sur les pratiques de plantation des arbres en complément du travail réalisé avec les agents métropolitains des arbres. Tu voulais dire quelque chose, Patrick? Non, non, pas du tout, vas-y. Ah, pas de souci. C'est vraiment finalement ce qui fait le lien avec le deuxième partie du bloc que je vous présente cette fois-ci. Notre objectif, ça a été de comprendre comment on fait pour planter un arbre et sans grande surprise, la réponse a été ça dépend. Donc du coup, on s'est pas mal renseigné sur les documentations qui étaient disponibles. Donc on a pu identifier voilà, des bonnes pratiques, des réglementations en vigueur. On s'est beaucoup inspiré de la méthode VECUS, V-E-C-U-S, pour planter des arbres, ainsi que les guides des règles professionnelles qui ont été élaborés par une multitude d'acteurs comme l'Union nationale des entreprises du paysage, l'Association des ingénieurs territoriaux, la Fédération française du paysage et l'Ortis, l'Association des responsables d'espaces nature en ville. Et du coup, on a aussi pas mal étudié des sujets comme des chartes des arbres qui ont été présentées, que ce soit celle de la ville de Lyon ou encore celle d'autres villes. Ça a été vraiment une partie où on s'est finalement alimenté de ce qui était disponible en termes de ressources et de contenu. Et on a mis en parallèle vraiment le savoir-faire des agents terrain en réalisant un atelier cette fois-ci avec les agents pour comprendre comment les réglementations influaient sur leur travail et finalement quels étaient les processus intramétropolitains parce qu'on a quelque chose qu'on observe entre dans l'idéal, il faudrait faire ça, mais dans la pratique, finalement, on arrive à planter dans des endroits qui n'étaient pas censés être plantables. Et puis, on peut trouver des méthodes alternatives en choisissant telle ou telle espèce ou en plantant, par exemple, avec des bacs surélevés. Et donc, finalement, c'est un petit peu de comprendre comment les agents arrivaient à travailler dans ce territoire qui est extrêmement contraint. Donc, pour passer ensuite sur l'étape suivante, on a vraiment réfléchi à mettre un ensemble de facteurs qui influençaient sur la plantabilité. Donc, l'idée, c'était de savoir ce qui pouvait impacter positivement le fait de planter un arbre ou bien négativement. Le but étant toujours de prendre la contrainte maximale de la plantation d'un arbre en pleine terre. Nous nous sommes particulièrement efforcés de ne pas réfléchir à la donnée disponible pendant cette phase-là. Ça a été assez fastidieux, mais on voulait vraiment éviter de baser nos observations sur les données disponibles plus que sur les facteurs qui influent la plantation. Voilà, dire que par exemple, en fait, cet élément, il n'est pas important parce que de toute façon, on n'aura pas de données disponibles. C'était vraiment éviter ça, ce qu'on peut appeler un biais de disponibilité ou un biais d'observation.
Et donc, nous avons dressé une liste finalement parmi les éléments détaillés à la fois dans dans la littérature et à la fois par le savoir-faire des agents métropolitains. Et on a essayé voilà, d'être au début sur une liste qui était extrêmement riche, assez fastidieuse dans un premier temps parce que il y a des contraintes qu'on peut intégrer sans être spécifiquement vraiment un facteur. Notamment, par exemple, on avait parlé du sujet, oui, mais si c'est compliqué de transporter l'arbre vers le lieu de plantation, dans ce cas-là, on peut considérer que la plantation est contrainte. Mais c'était un niveau qui était dans une interprétation déjà du territoire plutôt qu'un caractère purement concret en mode est-ce qu'à cet endroit-là, je peux planter ou pas. Donc ça a vraiment pu être assez intéressant. Donc on a vu que garder le cap de la problématique où on peut planter n'a pas été si simple que ça de notre côté, tant le lien avec l'intérêt était fort. Donc ça a été vraiment un enjeu particulier dans le travail sur ce projet-là. Mais ça a également pu mettre en évidence le lien fort finalement des volontés politiques et stratégiques, puisque au final, c'était vraiment ce qui était permis sur le territoire métropolitain de Lyon ne serait peut-être pas quelque chose qui serait envisagé dans d'autres villes. Donc c'était ça qui était assez intéressant. En parallèle, du coup, on a pu passer donc quatrième bloc sur le bon inventaire de la donnée sur la métropole de Lyon. Donc, on s'est intéressé à la fois aux données de l'open data, IGN, Cartofriche, OpenStreetMap, les données transmises par les réseaux comme GRDF. Et on a également pu nous nourrir des données présentes dans la plateforme Data Grand Lyon. C'est quelque chose qui concatène vraiment une grande plateforme avec un grand nombre de données qui sont produites sur le territoire. Et pour aller un peu plus loin, on a également rencontré les services métropolitains qui étaient en charge de la production de cette donnée, que ce soit le service data et les services directement producteurs comme énergie et climat, service de la voirie, service de l'eau, etc. Et nous avons aussi été chercher de la donnée auprès des partenaires et des sous-traitants. À chaque fois, on a dû faire un arbitrage quant à la donnée choisie. Tout d'abord, elle devait s'étaler sur tout le territoire. Donc, sur le territoire de la métropole, on n'a pas toujours la même maturité auprès des communes en termes d'open data. Donc, quelquefois, ça nous a entraîné à ne pas sélectionner certains jeux de données et donc écarter certains facteurs car la donnée était soit trop disparate ou disponible que dans quelques communes. Nous avons à chaque fois essayé de privilégier les jeux de données avec un vecteur en polygone. On a aussi évoqué des questions autour du versioning. Nous avons dû faire le choix d'écarter certains jeux de données qui étaient trop anciens et non renouvelés, ou alors avec des informations qui étaient peu vérifiées. Le cadre de l'expérimentation nous a également aussi contraints tant sur la donnée, tant pour le temps accordé à la récolte que pour les traitements effectués. Donc, il y avait des jeux de données qui étaient assez intéressants, mais pas suffisamment matures pour être intégrés tels quels. Donc, c'est vraiment des axes de travail intramétropolitains voilà, sur lesquels on sait qu'on va pouvoir potentiellement enrichir le calque de nouvelles données, mais plutôt à l'avenir. Finalement, en l'état, une grande partie des données que l'on utilise proviennent principalement du Grand Lyon par l'open data et les services des données et des partenaires. Donc, parallèlement à la récolte des données, encore, donc on passe sur le cinquième bloc. Nous avons également travaillé sur la méthodologie de conception. Donc, comme Anthony en a déjà un petit peu parlé, on a porté notre choix sur un carroyage. C'est un terme un petit peu géomaticien. L'intérêt, c'était d'avoir différents niveaux, de pouvoir appréhender le territoire de cette manière-là. Et la maille choisie nous permettait d'identifier de manière suffisamment précise une zone sans être forcément un quartier complet et d'avoir une information assez lissée. Il avait également l'intérêt de regrouper plusieurs informations au sein d'un même carreau. Et donc, du coup, toutes les données utilisées, elles sont transformées et agrégées dans un carreau, ce qui était assez intéressant puisque ça nous permettait d'utiliser des jeux de données un petit peu plus sensibles qui, du coup, n'étaient pas retrouvables à partir de la donnée en open data. On a ensuite dû arbitrer sur la choix de la taille du carreau. Donc, c'était vraiment un grand débat. C'est vrai qu'on a toujours envie d'aller plus fin, mais les sujets qui nous ont poussés à utiliser cette taille-là, c'était vraiment le besoin métier. Donc, 5 mètres, c'est intéressant parce que ça nous permet d'identifier le côté droite ou gauche d'une rue. Ça nous permet d'identifier
Est-ce qu'on est sur le trottoir ou la chaussée sur des rues qui sont un petit peu plus larges? Et donc ça, c'était assez intéressant parce que ça donnait une information qui était quand même suffisamment précise. Après, ce qui nous a pas permis de passer en dessous de l'échelle du 5 mètres, c'est vraiment la question de la donnée qui n'est pas forcément homogène. On n'a pas spécifiquement des informations suffisamment fines auprès de la donnée qui compose cette donnée. Et également la dimension puissance des infrastructures. Il faut savoir qu'on a plus de 21 millions de carreaux sur la métropole, ce qui met un petit peu de temps à tourner pour nos algorithmes. Donc c'était assez intéressant. Et puis, donc en fait, on avait finalement nos facteurs qui ont été pondérés par nos agents, et puis on y accroche une donnée. Donc comment on fait? Bah, tout ça, c'est un petit peu au cas par cas. Pour certains, on a un jeu de données qui correspond totalement aux facteurs. Par exemple, on a le jeu de données des bâtiments de la part de l'IGN qu'on récupère et qu'on réutilise tel quel. Et pour d'autres, on fait des traitements un peu au cas par cas pour répondre aux facteurs. Donc par exemple, on a les données comme les souches, qui est bah, du coup un élément attributaire d'un jeu de données plus large qui correspond aux arbres d'alignement. Et enfin, du coup, sur les 2 dernières parties, on a vraiment bah, réfléchi tout ce qui était la partie développement. Donc, il faut savoir que le travail sur la donnée s'est montré assez vite lourd au vu de la surface à interpréter. Donc, on a assez vite entrepris d'automatiser les traitements géospatiaux, c'est-à-dire qu'on analysait la donnée, on voyait les traitements à faire et on rédigeait tout de suite le script pour aller un petit peu plus vite. Et puis, en parallèle, le développement de la plateforme de visualisation. Et enfin, sur la dernière partie, donc la livraison, donc c'est une étape qui est assez longue et sur laquelle nous travaillons encore aujourd'hui. Bah, c'est vraiment la livraison de toutes les informations, que ce soit l'open data de la donnée, les méthodologies et également les plateformes de visualisation. Donc, je vous laisserai revoir donc, sur la slide suivante. C'était vraiment une démarche de construction où on a essayé de travailler de manière assez itérative, où à chaque fois, on rencontre les parties prenantes, on regarde du coup les pratiques du métier et ensuite on identifie les facteurs. Et après, voilà, cette boucle assez itérative de récolte des données, des traitements à faire, le test sur un endroit, et puis on vérifie, on réadapte et on rajoute des données au fur et à mesure du temps. Et après, bah, du coup, ça nous a permis de valider le modèle sur un territoire, de faire quelques ajustements avant de généraliser à l'ensemble de la métropole. Finalement, si on parle maintenant en termes de réutilisation, donc si vous êtes une commune ou une métropole qui veut reproduire cette même démarche, voilà en fait ce que nous, on a pu produire. Et dans l'état, je vous ai fait une petite représentation avec bah, qu'est-ce que vous pouvez réutiliser tel quel, qu'est-ce qui est des choses qui sont spécifiques un petit peu au territoire et aux contraintes métropolitaines, et un petit peu bah, les compétences nécessaires pour chacune des étapes. Donc voilà, donc concernant l'état de l'art, c'est un état de l'art qui, bien sûr, est perfectible, peut être aussi abondé, mais on a quand même quelque chose qui est assez complet. Vis-à-vis de l'analyse du process de plantation d'un arbre, bah, c'est comme je vous disais, en fait, sur la métropole, il y a des choses qui sont des fois possibles. Voilà, par exemple, on sait que la ville de Villeurbanne expérimente depuis quelques années la plantation en bac surélevé, qui sont bah, finalement des possibilités de plantation envisageables, ce qui fait que bah, en fait, un carreau qui est orange ou rouge ne l'est pas vraiment parce que ça nécessitera juste de mettre en place des moyens de contournement de cette donnée-là. Concernant la définition des facteurs, bah, vous avez à la fois les éléments techniques que nous, on a pu identifier, mais également des éléments qui sont spécifiques au territoire qu'il faudra réadapter en fonction des enjeux du territoire sur lequel vous voulez l'appliquer. Vis-à-vis de la récolte et de l'analyse des données, bah, c'est assez évident. L'open data générique, vous pourrez le réutiliser et tout ce qui est assez spécifique à votre territoire. Un gros point quand même de vigilance sur les données des partenaires. On a eu la chance d'avoir vraiment une mobilisation très
bonne et très impliquée de la part de nos partenaires, et ce qui nous a permis de disposer d'un grand nombre de données, mais on en a certaines, malheureusement, qu'on est toujours en train d'acquérir. C'est un travail qui est assez fastidieux et sur lequel il faut vraiment pas négliger le temps d'impact. Vis-à-vis de la méthodologie de conception, bah, tout ce qui est carroyage, la pondération, elle, sera plutôt à réadapter en fonction finalement des spécificités de votre territoire que vous aurez mis en place sur les facteurs. Et enfin, nous mettons à disposition les scripts de génération du calque qui seront réadaptés avec vos propres données si vous voulez intégrer des facteurs ou non. Là-dessus, toute la documentation est mise en place. Et sur la plateforme de visualisation, une grande partie est réutilisable, mais nous avons également des spécificités métropolitaines, comme par exemple l'authentification qui est relatif à nos processus au sein de la métropole de Lyon. Enfin, j'arrive presque aux questions. Du coup, je voulais vous présenter finalement toutes les ressources qui ont été mises en place pour utiliser finalement ce calque de plantabilité. Donc, on a à la fois la notice du calque en 3 volets, voilà, qui est assez riche. Elle a été composée vraiment en 3 volets qui vont ensemble. Le premier permet de découvrir la donnée, la deuxième de l'utiliser, et la dernière passe sur la création de la donnée elle-même et qui répond à une grande partie des questions et qui apporte l'ensemble des informations nécessaires pour bien utiliser cette donnée. Vous avez une documentation qui est en cours de finalisation, qui est assez complète sur l'expérimentation, et c'est là où vous retrouverez tout le discours, que ce soit l'état de l'art, les problématiques, les postulats, les méthodologies mises en place. On a voulu être assez exhaustif. Il y a également la version Open Data du calque qui a été mise en jour, je crois, dans le cours de la semaine dernière, donc qui est maintenant accessible sur la plateforme Data Grand Lyon. Et bien entendu, le code en open source. Vous pourrez retrouver l'ensemble des informations sur la page calque de plantabilité sur le site de la Datagora. Nous vous enverrons ce lien, nous le mettrons peut-être dans le chat si mes collaborateurs m'entendent. Voilà. Et donc, nous arrivons enfin à la phase de questions. Donc moi, j'avais pu identifier des questions assez redondantes, enfin en tout cas celles qui sont le plus souvent posées. Donc tout d'abord, c'est est-ce qu'on peut utiliser finalement ce calque dans l'espace privé? La réponse est plutôt non. Mais elle doit être un petit peu plus nuancée que ça, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'informations sur les réseaux souterrains privés, mais nous en avons quand même certains. C'est un peu compliqué, mais voilà, on a certains réseaux qui apportent des informations sur l'espace privé, mais on n'a pas non plus l'entièreté de l'information. Donc, dans l'idée, c'est plutôt de l'utiliser principalement sur l'espace public, mais ça peut aussi être un moyen de concertation, de communication. C'était aussi la volonté à travers ce projet aussi peut-être d'impliquer des acteurs privés comme des aménageurs et de dire, voilà, c'est aussi une possibilité et de songer à la végétalisation et la plantation d'arbres. Est-ce que ça change quelque chose dans les procédures? De notre côté, l'objectif du calque était d'apporter une réponse visuelle pour faciliter aussi un petit peu le travail des agents. Et principalement, ce n'était pas de remplacer leur métier et leur savoir-faire. C'était de rendre visibles des choses qui sont quelquefois invisibles, qui sont complexes à avoir. Pour avoir, par exemple, les données des réseaux, à chaque fois, il faut faire une demande de DT, DICT. Alors, demain, si vous voulez planter un arbre, c'est pas parce que le carreau est vert que vous pourrez dire j'arrive avec ma pelle et je viens planter mon arbre. Non, ça se substitue pas à une étude de terrain. Cependant, si vous voyez que le carreau est rouge, voire noir, c'est peut-être une zone qui est extrêmement surchargée. Donc, vous saurez qu'il y aura beaucoup de moyens et de choses à mettre en œuvre, que ce soit des moyens financiers, peut-être du dévoiement de réseau. Et donc, du coup, ce sera une plantation qui va être contrainte et donc plus complexe qu'un endroit où le carreau est vert. Et enfin, des perspectives d'évolution, on en a plein. Et on est vraiment impatient de pouvoir continuer à travailler sur ce sujet. À la fois, on a eu des bons retours sur le travail des jeux de données auprès de nos partenaires. Je voyais également que
Thomas dans le chat nous informait d'une bonne donnée avec une information très précise sur le couvert végétal. Donc, ce serait vraiment des super perspectives d'évolution. Et également, bah, voilà, au sein de la plateforme, à l'heure actuelle, on a une représentation assez simple du calque, mais on pourrait imaginer avoir des scénarios personnalisés où on ferait finalement nous-mêmes bouger les curseurs pour dire, bah, tiens, est-ce que je décide de ne pas prendre en compte tel élément ou est-ce que celui-ci, au contraire, je le renforce parce qu'il est très contraignant dans ma zone pour pouvoir bah, réaffiner et réajuster le calcul de l'indicateur. Alors, je vais regarder dans les questions du chat si vous en avez d'autres qui sont revenus. Je crois que vous avez bien répondu directement. Est-ce que vous aviez identifié d'autres questions, peut-être, Anthony, de ton côté? Ah, il y a une question dans le chat. Est-ce que nous avons travaillé sur les caractéristiques des sols? Alors, sur les caractéristiques des sols, oui, on a essayé d'identifier. Il y avait là-dessus, c'est bah, un des facteurs qui est important. Nous, il faut savoir que le calque, il s'implique les contraintes finalement et les différents facteurs, donc le niveau de curseur sur est-ce que c'est contraignant ou pas, il a principalement été étudié en centre-ville. Donc, sur tout le territoire qui était principalement urbain dense, c'est en lien avec les objectifs de la métropole. Et ça correspondait pas mal aux contraintes de la plantation en pleine terre. Mais il faut savoir qu'en centre-ville, les sols sont très souvent modifiés. Voilà, ils sont soit changés, ils sont bah, du coup assez modifiés. Finalement, on s'éloigne énormément des caractéristiques du sol naturel. Donc là-dessus, c'était une question beaucoup plus complexe, parce qu'il fallait reprendre les données de carottage qui sont disponibles via sur GeoRisc, oui, c'est ça. Et ça demandait vraiment quelque chose qui était un temps de travail beaucoup plus grand que la durée de l'expérimentation. Voilà, c'est ce que je disais dans les données qui n'ont pas pu être pris en compte parce que bah, finalement, on est sur quelque chose qui demande trop de temps pour avoir une donnée qui puisse être utilisée. Mais c'est typiquement, ça fait partie des perspectives d'évolution identifiées, oui. Peut-être un mot sur la réplicabilité qu'on pourrait compléter à notre niveau, s'il n'y a pas de questions directes. Je voudrais rajouter qu'on lit bien entre les lignes de cette présentation et de tous nos échanges la dichotomie qu'il y a entre la réplicabilité directe qui est promise par le kit et l'ensemble de la méthodologie qui a été remarquablement documentée et la nécessaire personnalisation, d'une certaine manière, liée au parcours d'innovation dont on parlait tout à l'heure, voire au changement culturel induit. Et à ce niveau-là, moi, je tiens à redire que du point de vue de notre activité de laboratoire d'innovation public, notre enjeu, c'est bien de transmettre, de capitaliser sur tout ce qui a pu être produit. Donc là, c'est vraiment, de manière pragmatique, le premier échelon qu'on pousse via le kit, ce webinaire, bien entendu, une fois question qui va être mise en place au niveau du site qui va vous être transmis. Donc un niveau, on va dire un premier niveau d'échange asynchrone possible. Et puis que par ailleurs et au-delà, on peut envisager, mais toujours avec un nécessaire équilibre d'animation, de diffusion par rapport aux forces que ça nécessite, mais on peut envisager d'avoir une dimension d'animation annuelle autour d'un tel dispositif, qui pourrait d'ailleurs en agréger d'autres, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même des dimensions connexes autour du désir ou de la volonté de planter, avec d'autres politiques publiques très très proches. Et donc l'intérêt d'avoir des temps d'échange, d'innovation, de retour d'usage, de fertilisation, d'innovation croisée me paraît important. Et on pourrait être totalement ouvert en rassemblant nos forces, et y compris en s'appuyant
sur des acteurs comme l'ANCT, à créer des clubs d'utilisateurs qui rassemblent des moyens pour permettre une diffusion plus simple de ce type de produit, puisqu'on voit que c'est quand même des éléments dont on a tous besoin. Et entre les deux, on a très clairement l'intérêt à pouvoir s'appuyer sur des entreprises ou sur des acteurs qui sont opérationnels. Xodev en fait partie, puis ils ont travaillé sur le calque, et qui pourraient aussi être labellisés dans une certaine mesure autour de ces rassemblements d'utilisateurs publics qui ont des intérêts mutuels. Donc pour vous dire qu'il y a des choses qu'on fait de manière très simple, c'est le kit et l'ensemble des éléments de forum et d'échange, et des choses auxquelles on réfléchit et qui pourraient advenir dans les mois à venir, dans nos échanges entre pairs, mais aussi avec l'ANCT. Merci beaucoup. Du coup, il y a deux petites questions qui ont été renseignées. Donc, celle de Sophie. Bonjour, pourriez-vous présenter rapidement les données retenues pour le calque et les données finalement abandonnées car discontinues? Alors, sur les données retenues, il y en a une quarantaine. Elles sont disponibles sur la notice d'utilisation du calque. Je ne vais pas les citer parce qu'on en aura pour longtemps, mais je vais principalement m'intéresser à celles qui n'ont pas été retenues. C'est principalement des données comme par exemple les passages piétons, qui à l'heure actuelle, ce n'est pas une donnée qui est exhaustive sur le territoire. On n'a pas retenu les données d'OpenStreetMap aussi à cause de l'inhomogénéité de leurs données. C'est-à-dire qu'on avait des zones qui étaient extrêmement bien renseignées et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Donc, dans une analyse très proche, ça aurait pu fonctionner, mais à une échelle plus grande, ce n'était pas spécifiquement possible. En grand absent, il y a également les données d'eau potable sur lesquelles c'est quelque chose qui prend un petit peu du temps, étant donné que ce sont des données protégées et sur lequel il a fallu faire une première version du calque, de montrer finalement le résultat pour lancer les discussions. Voilà, on espère que c'est des jeux de données qui vont pouvoir intégrer à l'avenir ce projet-là. On a aussi des jeux de données sur lesquels il faut qu'on continue de travailler, principalement avec le SDMIS, comme par exemple les accès pompiers. Voilà. Et du coup, Anthony précise sur le listing des données, vous pouvez retrouver toutes les données utilisées. Mais on utilise voilà, principalement données Grand Lyon, données métropolitaines, donc qui sont des jeux de données plutôt privés internes. L'IGN avec la BD Topo, GRDF, Enedis et les données du CEREMA. Et j'avais également une deuxième question, Laurent Antoine. Avez-vous une réflexion sur le rapport qu'il faudrait observer sur toute parcelle entre les surfaces favorisant la biodiversité sous forme d'indicateurs? Alors, sur cette question, je ne peux pas spécifiquement vous répondre, mais en tout cas, ça met en évidence un sujet assez intéressant, le calque de plantabilité. Il a un énorme atout lorsqu'il est combiné avec d'autres jeux de données. Et donc, voilà, c'est par exemple le cas avec les îlots de chaleur urbains. En fait, c'est une bonne base de travail. Et on a fait justement ce postulat d'essayer de ne pas le polariser en réponse à une thématique, mais en restant sur le où on peut planter des arbres. Et c'est vraiment l'objectif finalement de la mise à disposition en open data, c'est vraiment que ce calque soit utilisé pour des sujets différents et variés, pour apporter des réponses thématiques et à un sujet qu'on essaye de rester assez générique. Donc, ce serait une très très bonne initiative et un bel axe de réutilisation, en tout cas de ce calque. Je crois qu'on arrive proche de l'heure fatidique de la fin du webinaire. Nous avons réussi à tenir les délais. Je te laisse peut-être conclure, Anthony ou Patrick, choisissez. Il me semble qu'on doit se quitter sur les éléments pratiques de partage, hein. Donc tous les liens vous seront rediffusés en termes d'accès à l'ensemble des communs qui ont été produits. N'hésitez pas en retour à manifester alors, vos interrogations ou vos demandes d'accompagnement très, très simples si vous en avez via le forum qui va être mis en place. Et puis à revenir vers nous si vous souhaitez justement déclencher des dynamiques d'évolution, de corrélation,
de lancement d'autres projets liés qui rentrent en résonance avec la méthodologie qui vous a été partagée. Je pense qu'on a vraiment attrait à ce type de projet en ce moment et d'enjeux de connexion sur ces prochaines étapes. Donc, en tout cas, c'est, je pense, très important d'avoir pris ce temps. Désolé s'il n'a pas été très interactif ou intégralement interactif, mais on aura d'autres occasions et on souhaite pouvoir continuer à échanger dans cette lignée. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents et nombreux pendant cette heure de travail méridienne.